Je déclare la réunion du 24 avril ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser quelques arrivées tardives, notamment Madame la Première secrétaire Anne Tans, Monsieur Chialon et Madame Firquet. Au niveau du PTB, Étienne Robin, s'excuse. Il semblerait que la circulation fait des siennes. Oui. Je vous remercie. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Vous avez reçu le 8 avril dernier par email un courrier de Monsieur le directeur général provincial concernant l'obligation légale de déposer une déclaration de mandat et de rémunération à la région wallonne. Je vous rappelle que cette déclaration doit être déposée pour le 1er juin au plus tard. Enfin, je vous rappelle qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur un dossier. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal du 27 mars 2025. Je donne la parole à Monsieur le deuxième secrétaire pour la lecture de ce résumé. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Paul Jadot et assistée de Anne Tans et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 53 membres y assistent. Madame le gouverneur faisant fonction et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la Première secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2025. Le Conseil provincial prend connaissance des rapports d'activité 2024 concernant les relations avec les territoires, les villes et les communes, l'enseignement et la formation, l'administration, les relations internationales et institutionnelles, le tourisme, les fonds européens, la santé et les affaires sociales, les infrastructures et le développement durable, la communication. Le procès-verbal de la réunion du 24 mars est approuvé et la séance publique est levée à 18h05. Merci, Monsieur le secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de Monsieur Éric Jadot, ancien conseiller provincial. Mesdames, Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le directeur général provincial, chers collègues, Monsieur le gouverneur, il est de mon devoir d'évoquer aujourd'hui la mémoire de Éric Jadot, ancien membre de notre Assemblée. Né à Raucourt le 28 mars 1972, Éric Jadot nous a quittés ce 21 avril à l'âge de 53 ans des suites d'une longue maladie. En janvier 2008, il rejoint notre Assemblée sous les couleurs d'Écolo. Durant 1 an et demi, il quitte le Conseil provincial en juillet 2009 pour devenir député fédéral. Élu conseiller communal à la ville de Herstal en 2012, il y siégera jusqu'en 2018. Ceux qui l'ont connu se souviendront d'un homme engagé, doté d'un sens profond de la justice et d'une grande sincérité. Éric Jadot était un homme brillant, licencié en philologie germanique et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. Il possédait également une maîtrise en traduction anglaise. Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances aux membres de sa famille. Je vous demande de vous recueillir quelques instants en sa mémoire. Je vous remercie. Point 3 de l'ordre du jour actualisé. Celui-ci comporte 4 questions d'actualité. Le document A09.
Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à l'évolution des écoles du feu, de police et de l'aide médicale urgente. Le document A10, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la réforme des pensions publiques. Le document A11, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la demande de recapitalisation du CHR de Huy. Et le document A12, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la caserne rançonnée. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question, A09, je donne la parole à M. Jacques Chabot. C'est la parole, Jacques. Bien, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du Collège provincial, Monsieur le Directeur général provincial, chers collègues, dans le souci de garantir la sécurité et la protection de nos concitoyens, nous partageons, je n'en doute pas, la même volonté que la province reste, si pas l'opérateur unique, à tout le moins un acteur clé dans l'évolution des écoles du feu, de police et de l'aide médicale urgente. Ces formations sont un bel exemple non seulement d'efficacité, mais aussi de bonne allocation des ressources et de mise en œuvre du principe de subsidiarité. Dans le même état d'esprit, je pense que nous pourrions judicieusement nous inscrire dans la politique que la Belgique nous invite à suivre en matière de développement de son industrie de l'armement, aider aux besoins dans notre démarche par un partenariat avec des entreprises de chez nous bénéficiant d'une solide expérience dans ce domaine. Dans le quotidien du soir du 13 mars dernier, on pouvait lire « Pour produire davantage et en tirer bénéfice, certains obstacles doivent être levés », insistent plusieurs entreprises. Le recrutement n'est pas le moindre de ces obstacles. Et l'article d'ajouter « La croissance des commandes nécessite de disposer des effectifs suffisants dans un délai rapide afin d'assumer cette charge de travail supplémentaire. » Une préoccupation qui est résumée de manière imagée par le directeur d'une société. Personne n'apprend à faire de la poudre à l'école, dès lors nous formons nos ouvriers dans l'entreprise. Voici la réflexion que j'aimerais soumettre à votre appréciation aujourd'hui. Nous ne connaissons évidemment pas les délais auxquels nos industries pourraient être confrontées pour devoir assumer une augmentation de leur production. Je ne pense pas en tout cas qu'il soit raisonnable de travailler uniquement sur le long terme pour former le personnel à recruter. C'est le CIO d'une autre société d'armement qui s'exprime encore dans le soir. Il nous faut 6 à 10 ans pour former un ouvrier et le rendre totalement autonome. Et s'il faut augmenter la production, il faudra s'ajuster. La province ne pourrait-elle pas jouer un rôle pour contribuer précisément à cet ajustement et ainsi permettre à nos entreprises de faire face à d'éventuels risques dans des termes plus courts. Ma réflexion n'est bien sûr pas incompatible, mais complémentaire, tant avec les formations déjà dispensées par notre province à l'apprentissage des métiers de la défense, tant aussi avec le projet d'ouverture par l'école Léon Mignon de la ville de Liège d'une section armurerie pour adultes, ou encore avec la volonté de l'Université de Liège de booster les recherches liées au secteur de la défense, ou encore à celle du CHU d'envisager l'ouverture d'un cours sur la médecine de guerre. C'est d'ailleurs le vice-recteur de l'ULG, Michel Mouchen, qui déclare dans la Meuse de ce 7 avril « J'écoute l'actualité comme tout le monde, le contexte géopolitique
nous incite aujourd'hui à la vigilance et l'ULG a un rôle à jouer. Je vous remercie de votre écoute en réaffirmant ma conviction que la province a aussi un rôle à jouer, tout en espérant, bien sûr, que notre avenir demeure le plus paisible qu'il soit. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. J'invite Madame Cathy Firquet, députée provinciale présidente, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Cher Monsieur Chabot, Monsieur le conseiller, permettez-moi avant tout de souligner la pertinence de votre question. En effet, le contexte géopolitique actuel, conjugué à une demande croissante en main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs spécifiques comme la défense et la sécurité, semble justifier pleinement l'ouverture ou le renforcement de filières spécialisées dans notre enseignement. Vous le soulignez, nous avons déjà emprunté cette voie dès 2017 avec l'ouverture à l'EP de Seraing de la 7e année TQ, technique de qualification, assistant au métier de la prévention et de la sécurité. Cette section est actuellement présente dans 2 autres écoles, à l'EP Verviers et l'IPES de SB, et attire de nombreux jeunes. En 2022, l'EP de Seraing a ouvert la 4e année TQ, aspirant au métier de la défense, de la prévention et de la sécurité, en collaboration avec la défense. Nos premiers diplômés sortiront cette année. L'EP de Verviers proposera également cette formation à partir de la rentrée prochaine. Quant au renforcement et à l'élargissement de l'offre dans le domaine spécifique de l'armement, je commencerai par évoquer l'absence actuelle de profils métiers spécifiques, pour reprendre les exemples que vous citez, comme celui de spécialiste en production de poudre et en fabrication de munitions. Un manque qui explique la difficulté d'ouvrir ce genre d'options dans nos écoles. En clair, nous sommes soumis au répertoire du service francophone des métiers et des qualifications de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, en concertation avec le monde professionnel, élabore non seulement les profils métiers, mais également les profils de formation. Ils traduisent les compétences professionnelles en objectifs d'apprentissage pour assurer une cohérence entre la formation et les besoins du marché du travail. Ça étant, il existe aujourd'hui les profils d'opérateurs de production en industrie chimique et de techniciens en système d'usinage qui peuvent partiellement, c'est vrai, répondre à ces besoins pour l'instant en couvrant des compétences clés en fabrication et sécurité industrielle. Nous veillerons donc à ce que ces options soient bien représentées dans nos écoles. J'ajoute qu'au vu de ce qui vient d'être évoqué et de l'offre déjà existante dans notre province, il sera très difficile de rivaliser avec l'école d'armurerie de Liège, Léon Mignon, qui est la seule institution francophone en Belgique à proposer un cursus complet en armurerie. Il faut aussi mentionner le fait qu'aucune formation officielle pour adultes n'est actuellement disponible en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui explique le projet d'ouverture par l'école Léon Mignon d'une section armurerie pour adultes, mais aussi la volonté de l'ULiège de booster les recherches liées au secteur de la défense. Il est essentiel de créer à ce stade une synergie entre le monde professionnel et les systèmes d'enseignement, de formation et de validation des compétences pour renforcer l'offre d'enseignement et de formation insuffisante. Je terminerai en ajoutant que je veillerai à ce que soit analysée la possibilité d'ouvrir dans les IPFA, les instituts provinciaux d'enseignement et de formation pour adultes, des programmes pour adultes visant à reconvertir ou à spécialiser des travailleurs dans des métiers liés à l'armement, la pyrotechnie ou la fabrication de composants sensibles.
Nous insisterons également pour que notre enseignement marque sa volonté auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles de créer des profils métiers dédiés en concertation avec le service francophone des métiers et des qualifications et bien sûr les entreprises du secteur. L'objectif étant d'officialiser quelque part les compétences requises et d'offrir un cadre structurant aux opérateurs de formation. Je vous rejoins donc, monsieur le conseiller, quand vous dites que renforcer ces filières permettrait non seulement de répondre à des besoins industriels concrets, mais aussi de valoriser un savoir-faire technique local, tout en soutenant la souveraineté industrielle de la région. Je terminerai en soulignant l'importance du dialogue entre les réseaux d'enseignement pour proposer des filières d'enseignement complémentaires et réparties de manière réfléchie sur le territoire de notre province. Et plus généralement, enfin, cette approche guidera l'action du collège tout au long de cette législature. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans les prochains mois. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la députée provinciale présidente. Une réaction, Monsieur le conseiller? Merci, Madame la Présidente. Pour la deuxième question, je donne la parole à Monsieur Marc Delray. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, la présente question d'actualité porte sur la réforme des pensions publiques telle qu'elle a été détaillée dans l'accord de coalition du gouvernement fédéral et dont les orientations ont été confirmées à l'occasion du récent accord de Pâques. Nous aimerions savoir de quelle manière les différentes catégories du personnel provincial seront touchées par les mesures envisagées. Rares en effet, selon nous, sont les fonctionnaires du secteur public qui seront épargnés par le train de mesures envisagées du fait des dispositions réglant les fins de carrière ou de la révision du mode de calcul établissant le traitement de référence. De plus, certains seront aussi affectés par la décision de ne plus indexer complètement le plafond des pensions publiques. Selon nos analyses, c'est le personnel enseignant de la HEPL qui sera le plus durement impacté parce qu'il sera touché de manière cumulative par tout un éventail de mesures dont la plus pénalisante sera cette suppression partielle de l'indexation du montant des pensions à partir d'un plafond intermédiaire fixé à 5 030,33 € brut. Pour éviter le débat sur le refinancement structurel de nos pensions, l'introduction d'un deuxième pilier de pension est préconisée en vue de compenser les pertes de revenus pour les agents et en effet, le gouvernement flamand a déjà fait savoir aux institutions d'enseignement supérieur relevant de sa juridiction qu'un budget ad hoc leur serait alloué pour la mise en place de ce deuxième pilier. Aucune communication de ce type n'a cependant été diffusée par la communauté française, sans doute bien incapable au vu de sa situation financière de prendre en charge le financement d'un complément de pension pour le personnel de son enseignement supérieur. On voit donc poindre dans ce dossier une dimension communautaire larvée, avec notamment l'introduction d'un régime d'enseignement supérieur à 2 vitesses entre le nord et le sud du pays, mais aussi plus largement avec l'introduction par le gouvernement Arizona de politiques fédérales susceptibles d'obérer lourdement les finances des entités fédérées et des autres niveaux de pouvoir, spécialement dans la partie francophone du pays. Nos questions sont donc les suivantes. Vous a-t-il été possible d'établir des simulations sur la base de profils types afin d'évaluer les pertes de revenus auxquelles peut s'attendre le personnel statutaire de la province? Des séances d'information ont-elles été organisées? La récente introduction d'un deuxième pilier de pension à la province, qui n'est pas indolore pour le budget de notre institution, permettra-t-il de compenser le manque à gagner pour les agents statutaires de l'institution? Confirmez-vous que la suppression partielle pendant 4 ans au moins de l'indexation du montant des pensions perçues par certaines catégories du personnel provincial se soldera par une réduction significative des revenus des personnes concernées? Y a-t-il en plus des enseignants de la HEPL d'autres catégories du personnel provincial concernées par le plafond? Enfin, last but not least, seriez-vous prêt à faire pression sur vos collègues MR et engagés actifs au sein du gouvernement fédéral pour les amener à retirer ces mesures antisociales et contraires aux intérêts des agents provinciaux? Merci déjà pour vos réponses. Merci, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas d'intervention. J'invite M. Luc Gillard, député provincial vice-président, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, Monsieur Delahaye, comme vous, je suis très attentif à l'évolution des positions de l'actuel gouvernement fédéral en matière de pension, au discours et à l'état d'avancement des divers travaux parlementaires en la matière. Je suis très soucieux des conséquences des décisions qui s'annoncent pour l'ensemble des travailleurs et plus singulièrement pour nos agents actifs et retraités. Vous souhaitez savoir s'il a déjà été possible pour nos services d'établir des simulations sur la base de profils types afin d'évaluer les pertes de revenus auxquelles pourrait s'attendre le personnel statutaire de la province et si des séances d'information ont été organisées. Monsieur le conseiller, bien qu'un accord gouvernemental ait été annoncé concernant certaines mesures relatives aux pensions, ces dernières doivent encore être développées et votées au Parlement avant publication au Moniteur. Une fois publiées, nous pourrons en savoir davantage sur la prise d'effet des décisions, leurs détails et surtout les mesures transitoires qui pourraient trouver à s'appliquer à certaines catégories de travailleurs. Après l'analyse de la nouvelle loi concernant les pensions, les services du département du personnel organiseront bien évidemment des séances d'information, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de la dernière réforme. Vous souhaitez également savoir si la récente introduction d'un deuxième pilier de pension à la province permettra de compenser le manque à gagner pour nos agents statutaires. Le deuxième pilier de pension est un complément de pension qui, tel qu'il est prévu actuellement, ne comblera jamais la différence entre une pension du secteur public et une pension du secteur privé. Le gouvernement fédéral réfléchit manifestement à une solution pour renforcer ce complément et le rendre plus avantageux fiscalement. À ce stade, nous ne connaissons pas les effets d'une telle mesure. Vous souhaitez également savoir si la suppression partielle pendant 4 ans de l'indexation du montant des pensions perçues par certaines catégories du personnel provincial se soldera par une réduction significative des revenus des personnes concernées et si, en plus des enseignants de la HEPL, d'autres catégories de notre personnel sont concernées par le plafond. L'indexation des pensions fait partie des grandes mesures de la loi programme et n'impactera pas nécessairement que le personnel enseignant, mais tout le personnel provincial retraité. Concrètement, à partir du 1er juillet 2025, toutes les pensions seront indexées 3 mois après le dépassement de l'indice pivot, contrairement à ce qui est actuellement d'application, puisque jusqu'à présent, les pensions étaient indexées le mois suivant le dépassement. Exemple, si l'indice pivot est dépassé en septembre 2025, votre pension ne sera indexée qu'en décembre 2025. Par ailleurs, une autre mesure est à considérer, puisqu'à partir du 1er juillet 2025, lors d'un dépassement de l'indice pivot, l'indexation des pensions légales les plus hautes seront temporairement limitées. Cela signifie que si le montant total des pensions est en dessous de 5 183 €, il sera indexé de 2%, comme d'habitude, que si le montant total des pensions est compris entre 5 183 et 5 250, il sera indexé jusqu'au montant de 5 286,17 € maximum, que si le montant total des pensions est de 5 250 € ou plus, il sera indexé d'un montant forfaitaire de 36,17 €. Par exemple, une pension de 5 300 aura une augmentation forfaitaire de 36,17 € à la place de 106 € correspondant à un index de 2%. Il y aura donc une perte pour les pensions les plus hautes. Enfin, monsieur le conseiller, vous souhaitez savoir si nous serions prêts à faire pression sur les élus MR et engagés, actifs au sein du gouvernement fédéral, pour les amener à retirer ces mesures. Monsieur le conseiller, la question du financement des pensions est indissociable de mon action politique. Le parti dans lequel je milite est en effet dépositaire de ce mécanisme de sécurité sociale garantissant un salaire différé à tout travailleur ou, le cas échéant, ses ayants droit. Je ne vous rappelle pas l'arrêté loi sur la sécurité sociale qui fut défendu en 1944 par Achille Vanacker, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Et depuis longtemps, nous avons veillé dans des contextes budgétaires extrêmement difficiles, lorsque nous étions aux responsabilités fédérales, à maintenir la qualité de ce droit. Dans un même temps, nous sommes un parti de responsabilité et nous connaissons les enjeux liés à la charge du financement des pensions, notamment du secteur public. En ce qui
concerne mon groupe politique, comme nous l'avons toujours fait, nous serons en responsabilité partout où nous le pourrons, force de proposition pour que dans le contexte socio-économique actuel, les efforts budgétaires à consentir se fassent de manière équilibrée sur les épaules de tous et sans dégradation des conditions acquises. En tant que député provincial en charge des pensions, c'est la position que je porterai au sein du collège et dans les contacts que j'aurai à prendre en la matière. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le député provincial vice-président. Une réaction? Merci. Pour la troisième question, je donne la parole à Monsieur Marc Mannery. Merci, Monsieur le Président, et je vais me permettre de tout petit peu m'écarter de ma question. Dans l'intitulé, je m'adresse bien à Madame la députée présidente et pas Monsieur le député président. Toutes mes excuses, Madame Firquet. Mesdames et Messieurs, en votre grade et qualité, le CHR de Huy joue un rôle essentiel dans l'offre de soins hospitaliers en province de Liège. Il fait partie du réseau ELIPS, qui regroupe 8 établissements, dont le CHU de Liège et l'hôpital de la Citadelle. Ce réseau vise à renforcer la coopération entre les hôpitaux pour garantir une offre de soins efficace et complémentaire sur l'ensemble du territoire, notamment dans l'arrondissement de Huy-Warem. Aujourd'hui, le CHR de Huy fait face à des difficultés de trésorerie liées à l'augmentation des taux d'intérêt sur ses investissements. Afin de renforcer sa solvabilité et de rassurer les banques, une recapitalisation de l'ordre de 20 millions d'euros est nécessaire. Cette recapitalisation n'est pas destinée à éponger des dettes du passé, mais bien à financer de nouveaux projets pour l'avenir de l'hôpital. Et dans ce cadre, une demande a été adressée à la province pour une intervention à hauteur de 10 millions d'euros. À ce jour, et à ma connaissance, aucune réponse officielle ne semble avoir été donnée. Sachant que la province de Liège est récemment intervenue financièrement en faveur du centre hospitalier Rena Street de Malmedy et que le collège a directement été sollicité pour le CHR de Huy, pouvez-vous nous indiquer si une intervention financière similaire est envisagée pour Huy? Je vous remercie pour vos éclaircissements. Merci, Monsieur le conseiller provincial. J'invite Monsieur André Denis, député provincial, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller provincial Mannery, je vous remercie pour votre question. Le collège est bien au courant des problèmes financiers du CHR de Huy et de sa volonté de recapitalisation. Nous n'avons d'ailleurs pas attendu votre interpellation pour nous entretenir de cette problématique avec la conférence des élus Meuse-Condro-Esbey ou encore la ville de Huy, la province accordant évidemment une attention toute particulière à l'offre de soins existant sur son territoire. Vous aurez par ailleurs constaté que notre offre d'enseignement et de formation s'adresse de manière importante aux acteurs de la santé, que ce soit au travers de nos écoles, de notre haute école ou notre maison de la formation à Seraing et à Amé. Un budget de plus de 30 millions d'euros vient encore d'être déployé pour la construction d'un pôle santé sur le site de Bavière où nous entendons rassembler les cursus paramédicaux dont on ne peut plus ignorer l'importance capitale après les tragiques épisodes de pandémie et d'inondation que nous avons traversés. Nous espérons ainsi favoriser le secteur en y développant un enseignement de qualité adapté aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Le territoire de la province de Liège constitue un bassin de soins. Ce n'est pas par hasard qu'en 2019, le législateur a souhaité que les établissements hospitaliers se regroupent dans des réseaux, comme vous l'évoquez, et pour répondre aux points que vous soulevez. C'est à l'occasion de la mise en place en 2019 de ces réseaux hospitaliers que la province s'est engagée à soutenir financièrement, vous le rappelez, le centre hospitalier Rena Street de Malmedy. Le SHRAM bénéficiant aux habitants de nombreuses communes de l'Est est financé par la seule commune de Malmedy.
Il a dû, comme tout un chacun, choisir un réseau, soit Ellipse, réseau public, soit Move, réseau privé regroupant principalement les centres hospitaliers anciennement dénommés chrétiens. Le centre hospitalier intercommunal de Verviers ne s'étant pas encore prononcé, du moins à ce moment-là. Or, il était important qu'il perdure un hôpital public dans l'arrondissement de Verviers. C'est ainsi qu'un financement a été accordé au centre hospitalier Rena Street à Malmedy en regard de son rôle supracommunal et de son choix de rejoindre le réseau public Ellipse. D'autant plus que, dans le même temps, les hôpitaux de Saint-Vith et d'Eupen, eux, rejoignaient le réseau Move. Il s'agit donc d'un soutien financier lié à un moment particulier dans un but bien défini. Ce n'est qu'ultérieurement que le CHR Verviers a également intégré Ellipse, amenant dès lors un autre partenaire public en arrondissement de Verviers. Le CHR Verviers et le centre hospitalier de Malmedy ont entrepris depuis une réorganisation de l'offre hospitalière publique dans l'arrondissement de Verviers pour le bien de tous. Pour revenir à votre question du refinancement du CHR de Huy, la province a bien reçu la demande et ne s'y oppose pas, mais comme évoqué ci-avant, la politique hospitalière est aujourd'hui basée sur une mise en réseau. C'est donc à celui-ci d'organiser l'offre de soins. Le CHR faisant partie d'Ellipse, nous suggérons, bien que nous nous tenons à disposition du CHR s'il souhaite rencontrer le collège, nous suggérons qu'il se réfère à son réseau pour optimaliser ses investissements dans un souci d'efficience augmentée et de rationalisation des outils. Il est également souhaitable que les réseaux Ellipse et Move se parlent davantage pour optimiser l'offre de soins sur notre territoire en évitant la multiplication d'outils similaires et coûteux sur un même bassin de soins, car, in fine, ne sont-ce pas les citoyens et les entreprises qui financent les soins de santé à travers la sécurité sociale. Ainsi, la province de Liège, qui est déjà partenaire de la Citadelle, du CHR de Verviers, d'Isocel, du SHRAM de Malmedy, pourrait participer à l'organisation de l'offre hospitalière au même titre qu'elle prend part à l'organisation des zones de secours. Cela ne manquerait en effet pas de sens. C'est d'ailleurs le cas en province de Luxembourg. Mais vous l'aurez compris, nous souhaitons que notre intervention soit, le cas échéant, coordonnée par le ou les réseaux hospitaliers de notre territoire. Je vous remercie pour votre bonne attention. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Une réaction? Pardon. Merci, monsieur le député, pour votre réponse. Pas facile à comprendre. Hein. Vous me parlez de Bavière, des 30 millions. Ben, ça n'a pas grand-chose à voir, même si c'est intéressant de parler de 30 millions, sachant qu'ici, le CHR de Huy en réclame 10. Vous parlez beaucoup de Malmedy, et je le comprends, c'est certainement un dossier que vous maîtrisez bien. Je trouve que c'est important aussi les arguments que vous avancez pour Malmedy, c'est-à-dire ça bénéficie beaucoup, ça a un vrai rôle de supracommunalité qui bénéficie aux communes aux alentours, et c'est un hôpital public. En fait, l'hôpital de Huy, sauf erreur de ma part, coche ces deux cases-là aussi. Son rôle supra, il est énorme. Il faut voir les patients qui viennent de toutes les communes aux alentours. Et donc, je trouve que rejeter la balle vis-à-vis du réseau, c'est un petit peu facile. Moi, j'aimerais que vous soyez un petit peu plus précis sur la balle que vous attendez. Vous dites c'est au réseau très organisé, on ne s'oppose pas, mais quelle est votre position au fond? Qu'est-ce que vous voudriez? C'est pas très clair, ce qui permettrait de débloquer ce financement pour l'hôpital de Huy. Je pense que les habitants de l'arrondissement, en tout cas, souhaitent un hôpital de proximité, et c'est ce que l'hôpital de Huy propose pour l'instant, et c'est grâce au financement de la province qui pourrait continuer à le proposer à l'avenir. On continuera à suivre ce dossier avec attention. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Pour la quatrième et dernière question, je donne la parole à monsieur Olivier Bastin. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, chers conseillers, aujourd'hui je voulais vous parler de la situation des pompiers
et du personnel qui sont concernés par la caserne Rançonnet, qui est donc essentielle pour l'ensemble de la deuxième zone de secours, qui concerne plus de 560 000 habitants. La caserne est depuis plusieurs années dans un état déplorable. Elle est pleine d'amiante, ce qui, rappelons-le, est très dangereux pour la sécurité du personnel. Une fois dans les poumons, les fibres d'amiante ne s'éliminent pas, ce qui est dangereux pour la santé, avec notamment un risque de cancer. Ceci met bien sûr le personnel de la caserne en danger et crée beaucoup de colère, comme ils l'ont rappelé à juste titre lors des mouvements de grève ces dernières années. La gestion de ce bâtiment plein d'amiante a par ailleurs déjà entraîné des coûts importants, ainsi que la fermeture de certaines parties du site. Il y a donc urgence pour trouver des solutions afin de protéger le personnel et continuer à assurer les services de secours. Une task force a été mise en place pour étudier le dossier et formuler des propositions. Celle-ci arrive à des conclusions claires. La rénovation de la caserne, afin de rester sur le site, serait très complexe à réaliser dans des bonnes conditions pour assurer et la sécurité et le maintien de services de secours efficaces. C'est pourquoi l'intercommunal a décidé de quitter le site et d'abandonner l'option de la rénovation. Il s'agit donc de trouver un nouveau lieu pour installer la caserne. L'option la plus sérieuse sur la table, c'est celle du bâtiment de la HEPL qui se trouve à la pointe d'Outremeuse, donc quai Godefroy-Kurt. Un bâtiment provincial où les étudiants et enseignements du Bargou, qui l'occupent actuellement, seraient voués à être transférés dans le futur site de la nouvelle haute école à Bavière, ce qui laisserait donc les lieux disponibles pour y installer une caserne de pompiers. Ce site présente pour eux de nombreux avantages de par sa localisation et la proximité de la Meuse et semble être l'option la plus sérieuse actuellement pour la task force. Il s'agit maintenant pour la province de prendre une décision quant au futur de ce site. Quelle est la position du collège provincial concernant le bâtiment? Comptez-vous rencontrer la demande de la zone de secours afin d'y installer une nouvelle caserne? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur cette question? Non. J'invite monsieur André Denis, député provincial, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci, monsieur le président, monsieur le conseiller, monsieur le gouverneur, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de préciser que l'état sanitaire de la caserne Rançonnet n'est pas du fait de la province. Si nous participons au financement de l'intercommunal ILE, sa gestion relève d'un conseil d'administration dans lequel la province est représentée par 2 administrateurs seulement. Une question similaire sur le déménagement de la caserne Rançonnet à Kurt avait été posée par votre ancien chef de groupe, M. Razin, en juin 2024 à ma collègue, aujourd'hui députée présidente Cathy Firquet. Sa réponse était complète et depuis lors, la situation n'a pas vraiment évolué. Notons que nous sortons d'une période électorale et que, consécutivement aux élections d'octobre, un nouveau conseil d'administration doit prendre ses fonctions en juin prochain. Cette précision est importante car actuellement, pas plus qu'en juin 2024, aucune demande formelle n'a été émise concernant une occupation du site Kurt par l'ILE et c'est bien à son conseil d'administration qu'il appartient de la formuler. Il est ainsi assez difficile de répondre, vous en conviendrez, à une question qui ne nous a pas été posée. Il est vrai qu'une task force est en pleine réflexion au sujet du déménagement de la caserne et que la Direction générale des infrastructures et du développement durable a été sollicitée pour y collaborer. Partage de plans, d'informations utiles, etc. Sans pour autant assister aux réunions. Si de manière informelle, le site Kurt semble bien être une option parmi d'autres aux yeux de la zone de secours, je vous rejoins, c'est essentiellement dû à un avantage, comme vous l'avez par ailleurs relevé, sa situation. En effet, il ne s'agirait pas de reprendre l'ancien bâtiment de la HEPL, mais plutôt de construire un tout nouveau bâtiment afin d'y loger la caserne à proprement parler, mais également les services administratifs de la zone de secours. Au demeurant, le calendrier provincial prévoit que le nouveau bâtiment du site Bavière n'entrera en fonction que pour la rentrée scolaire 2027-2028.
Le bâtiment Kurt restera donc occupé jusque-là par l'enseignement provincial. Vous comprendrez dès lors qu'un positionnement du collège provincial sur la question du déménagement de l'ILE de la caserne Rançonnet vers Kurt est d'autant plus prématuré que l'ILE ne s'est elle-même pas encore positionnée sur le choix d'un futur site. Merci pour votre bonne attention. Je vous remercie, Monsieur le député. Une réaction? Merci pour votre réponse. Donc effectivement, vous dites que la situation n'a pas évolué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a de l'amiante dans un bâtiment, tous les jours, le risque augmente. Il y a eu depuis plusieurs années des mouvements sociaux, des mouvements de grève, des pompiers qui demandent que la situation soit prise au sérieux. Il y a urgence, en fait. Je pense que l'option du bâtiment de la HEPL est sur la table depuis 2022. Vous le savez, comme vous le dites, mon collègue Rafik Rassa vous a déjà interpellé sur la question, donc peut-être que la question ne vous a pas été posée formellement, mais ici je pense qu'on parle et de la sécurité des agents et de la sécurité des citoyens concernés par la zone de secours. Donc si on pouvait sortir des questions formelles et avancer, je pense que il y a urgence en fait. Et donc voilà, c'est 2027, la rentrée 2027, c'est dans 2 ans. Donc je pense que ça devient nécessaire de savoir quelle est la position du collège et d'avancer en fait avec le dossier. Donc voilà, on va continuer évidemment à suivre le dossier et je veux vraiment insister que la situation devient urgente. Ça fait des mois, des années qu'une solution est nécessaire et que les conditions de travail s'empirent pour les pompiers. Merci, Monsieur le conseiller. Les points 4 à 8 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 180 à 184, octroi de subventions en matière de sport, demande des soutiens des ASBL MAS Marathon de la Meuse, RC Pesancle Liégeois, Société Flèche Ardennaise, RFCS Jeunesse et École des jeunes du Royal Football Club de Liège. Le document 182 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Beltran, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Madame la députée présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. L'octroi de subventions en matière de sport, la demande de soutien de la SBL Société Flèche Ardennaise dans le cadre de l'organisation de la 60e édition de la Flèche Ardennaise le 3 mai 2025 à Stavelot et de la 59e édition de la course au Bel Timistère Stavelot du 8 au 10 août 2025. En première commission, un commissaire, tout en soulignant la reconnaissance des organisateurs envers la province, s'est étonné du montant alloué de 10 000 €. Il s'interrogeait sur l'équivalence de subsides prévus au point relatif à la demande de soutien de la commune d'Ewaï dans le cadre des festivités organisées dans le cadre de la course cycliste Liège-Bastogne-Liège du 25 au 27 avril 2025, en l'occurrence le document 24-25-187. Estimant les deux organisations non comparables, sachant que l'organisateur de la Flèche Ardennaise a vu ses autres pouvoirs subsidiants diminuer leur intervention. Le commissaire s'interrogeait également sur la possibilité de la majoration de la participation provinciale. Il lui a été répondu que Liège-Bastogne-Liège est une course mythique à résonance internationale, que dans cette course, la côte de la Redoute est une côte célèbre du parcours avec une grande visibilité, qu'en collaboration avec la commune d'Ewaï, une grande action de relations publiques est menée pendant la course à cet endroit, que cette action vise l'ensemble des cycloclubs de la province de Liège, que cette équivalence de montant est ainsi justifiée et que la province, in fine, n'a pas vocation à suppléer tous les autres pouvoirs subsidiants quand ils sont défaillants. Voilà, Monsieur le Président, et donc le vote s'est dit pour une abstention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Les 4 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et une abstention que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 5 résolutions.
Les points 9 à 12 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 185 à 188, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien des ASBL R&M et Club cycliste Les Amis de Haouy, de la commune des Ouailles et de M. Didier Petitjean. Le document 188 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Virginie de Franck-Virquet, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, chers membres du Collège, chers collègues, votre première commission a donc traité ce mardi 21 avril les documents 185 à 188. Des questions ont été posées sur le dernier dossier relatif à une subvention de 15 000 € à l'attention de l'association de fait du comité provincial de football de la province de Liège pour l'organisation des finales de la Coupe de la province de foot les 31 mai et 1er juin prochains. Un membre rappelle que l'association était dans les bâtiments de la caserne de Sèvres. Il demande si et où il déménage finalement. La députée présidente précise que l'objectif était de répondre à la demande de la Fédération francophone de football, mais aussi du comité provincial de football qui est en effet installé à Sèvres. Il s'agissait de redorer le blason de la Fédération de football francophone pour faire concurrence au site de Tubize, sur le site du CREF, le Centre régional élite formation de Blény, avec la construction de 2 bâtiments pour les accueillir de manière confortable. Ce projet était né sous la précédente législature, dans le cadre d'un partenariat avec la commune de Blény. Il n'a pas vu le jour. Le comité provincial de foot a en outre reçu certaines exigences de la part de sa fédération. Il doit maintenant réduire la voilure. C'est pourquoi la province leur a proposé de les accueillir dans la maison des sports, comme d'autres fédérations francophones du comité provincial liégeois. C'est ce qui sera fait dès le 15 juin prochain. Un autre membre constate également dans le budget prévisionnel de 2025 qu'on prévoit une perte de 21 740 €, et en même temps, il a demandé à la province un subside de 15 000 €. N'est-ce donc pas un souci pour une association de fait de présenter un budget en négatif? Il lui répondit que c'est une estimation, un budget prévisionnel avec des incertitudes liées notamment aux conditions climatiques. En effet, la gratuité est sollicitée par la province pour cet événement footballistique. Il n'y a donc pas de rentrée pour ces matchs autre que la cafétéria qui, vous le savez, fonctionne plus ou moins bien selon la météo d'habitude. L'administration reviendra bien sûr plus tard avec le bilan de la manifestation pour analyser plus en détail l'éventuel déficit. La députée présidente précise également que la province compense le manque à gagner lié à la gratuité qui garantit un accès à tous. La province leur octroie un subside à due concurrence de ce manque à gagner. C'est fait année après année. Le site du CREF fait actuellement l'objet aussi d'une démarche particulière. Cette ASBL est-elle liquidée ou pas encore tout à fait? L'Assemblée chargée de liquider la structure de l'ASBL tarde en effet à être organisée. Donc les finales du comité provincial pourraient, un jour ou l'autre, être organisées ailleurs que sur le site actuel, d'où ce partenariat annuel et pas sur plusieurs années. Ces résolutions ont été adoptées par 9 voix pour et 2 abstentions. C'est bien ce que j'avais noté. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 3 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Eh bien, nous allons d'abord voter pour le document 187 qui est la commune des Ouailles, c'est bien cela, qui est pour les conclusions de notre commission. Le groupe PTB, PS, MR engagé, qui est contre, qui s'abstient, le groupe écolo. Pour les 3 autres documents, le 185, 186 et 188, qui est pour les conclusions de la première commission, unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 13 et 14 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 189 et 190, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL Rebond et Eaux Sources. Le document 189 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Guillaume Deur, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci,
Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Un conseiller se questionne sur le ratio entre le nombre de prises en charge et les charges financières de l'ASBL. Il en ressort que par prise en charge, le coût reviendrait à plus de 10 000 €. Suite à ce constat, ce même conseiller se demande si cette institution gère correctement les moyens qui lui sont octroyés. Le directeur général de l'enseignement lui répond que la province n'intervient que sur un subside et sur la mise à disposition d'un agent. Il ne revient donc pas à la province de donner un avis sur la manière dont cette structure est gérée, sachant que les moyens principaux proviennent de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La province est un pouvoir aidant supplémentaire. Ensuite, nous parlons ici d'un SAS, service d'accrochage scolaire. Dans cette structure, la détresse des jeunes est parfois très profonde et le travail réalisé par ces équipes est un travail de longue haleine, passant par la reconstruction de soi et le maintien de la scolarité du jeune. Les équipes sont alors très diverses, notamment des enseignants, des psychologues, etc., qui aident ces jeunes à longueur de journée. Enfin, bien que le directeur général comprenne le ratio arithmétique proposé par le conseiller, il ne lui semble pas opportun pour ce type de situation. Le conseiller répond qu'il comprend bien la difficulté de ces cas, mais se questionne sur l'intérêt d'un subside de 10 000 € pour un budget total de 600 000 €. Cette aide ne lui paraît pas être la plus pertinente. Le vote se clôture avec 9 voix pour et 2 abstentions. Merci. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Le document 190 n'ayant quant à lui soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Eh bien, nous allons voter pour le document 189, qui est pour les conclusions de la première commission. Le groupe PTB, PS, MR engagé, qui est contre, qui s'abstient, le groupe écolo. Le Conseil adopte donc la résolution 189 pour le dossier 190, qui est pour les conclusions de la première commission. Le groupe PTB, PS, MR est engagé, et le groupe écolo s'abstient. C'est le même vote, somme toute. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 15 et 16 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 191 et 192, approbation d'un règlement d'occupation et d'un règlement d'ordre intérieur pour les infrastructures et locaux de la province Nemet Arena. Ces documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Marc Delray, à nous en faire connaître les conclusions. Voici, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers, ces 2 documents, en effet, ont été abordés par votre première commission ce mardi 22 avril 2025 au sujet du règlement d'occupation des infrastructures sportives et des locaux de la province Nemet Arena. Une conseillère demande comment se prennent les décisions d'octroi d'un accès au site pour les associations sportives ou pour les écoles. Les premiers demandeurs sont-ils les premiers servis? Le directeur du service des sports répond que, pour les écoles, la priorité est donnée en journée jusqu'à 16 h à l'enseignement provincial et à la HEPL pour les activités des départements d'éducation physique et de kinésithérapie, de sorte que les clubs sportifs reçoivent une autorisation d'accès pour les autres moments. Cela étant dit, même si le taux d'occupation est de 100%, il est tout à fait possible pour différents utilisateurs d'occuper en même temps la piste d'athlétisme, par exemple. Pour être complet, il ajoute que certaines contraintes s'imposent malgré tout quant à l'utilisation des 2 terrains en herbe qui ne peuvent pas être foulés aux pieds en permanence. À la question posée par un autre conseiller de savoir si ces règlements remplacent les anciennes conventions d'utilisation, il est répondu que c'est en effet une initiative nouvelle visant à reprendre la main sur la gestion du site qui tendait à être surutilisé, ce qui n'a pas empêché la province d'accueillir récemment un nouveau locataire avec le club de football américain, ce qui a été d'ailleurs moyennement apprécié par le club de rugby, lequel reste parmi les clubs sportifs le principal locataire du site. Dans le même esprit d'une reprise de contrôle sur la gestion de l'infrastructure, le ROI a été introduit après que des débordements aient été constatés dans le chef de certains utilisateurs. À la question de savoir si une démarche similaire de reprise de contrôle concernera aussi les autres infrastructures sportives gérées par la province, il est répondu par l'affirmative, seul le site consacré au tennis devant encore faire l'objet d'une analyse de ce point de vue.
Les 2 points sont votés à l'unanimité des 11 conseillers présents. Merci. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 17 et 18 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir les documents 194 et 195, demande de prolongation du délai de production des justificatifs par les ASBL Incite Mondi et Latitude 5 ans. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre 2e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la 2e commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 19 à 24 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir les documents 196 à 201, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Soiron-sur-Seine, présence et action culturelle régionale de Liège, Nectar, les Amis du Château féodal de Moma, Centre wallon d'art contemporain, la Châtaigneraie et Ola. Ces 6 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est à l'unanimité que votre 2e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 2e commission en ce qui concerne ces 6 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 6 résolutions. Les points 25 à 31 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir les documents 202 à 208, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Rémua, Liège City Brickers, Caravansérail Festival, Centre Henri Pousseur Musique électronique musique mixte et la charge du rhinocéros de la Fondation d'utilité publique Boly Charlier et de M. Jacques Donjon. Le document 208 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Céline Innocent, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, ce mardi 22 avril, votre 2e commission s'est réunie pour délibérer sur le point suivant. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de Monsieur Jacques Donjon, aide à l'édition de l'ouvrage Une année à Liège, souvenir ardent, document 24-25-208. Un commissaire a demandé quelle était la maison d'édition qui était concernée par la publication de cet ouvrage et s'il s'agissait d'une publication faite via les éditions de la province. Il lui a été répondu que la maison d'édition n'est pas celle de la province, mais une maison d'édition locale, et dans ce cas-ci, les éditions Boson. Votre 2e commission vous propose d'accepter ce document par 7 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 6 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre 2e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, je vous en prie. Remercie, Monsieur le Président. Oui, donc au vu de ce rapport présenté, je souhaiterais poser une question. Donc, étant donné que l'auteur dont il est question a déjà collaboré précédemment avec les éditions de la province de Liège pour d'autres ouvrages, je me demandais pourquoi, donc, au lieu d'aider financièrement une maison d'édition différente, pourquoi la province de Liège, donc ces éditions, ne le prennent pas en charge directement. Merci. Merci, Madame la conseillère. Je propose le député rapporteur ou de répondre tout de suite ou bien de répondre par écrit comme il le souhaite. Allez-y, Monsieur le député vice-président. En fait, il n'y a plus de maison d'édition provinciale. On édite encore des cours pour... il y avait plusieurs volets dans les... Si.
elle a été dissoute. La régie provinciale d'édition a été dissoute. On a conservé, je dirais, le cœur de ce qu'elle était, c'est-à-dire éditer des cours pour les étudiants de la haute école, mais les éditions d'ouvrages d'art, etc., ont été arrêtées, et on travaille plutôt alors avec le secteur. Et c'est pour ça que vous retrouvez une maison d'édition, et c'est pour ça que la province ne peut pas aider à l'édition, puisqu'elle peut fournir de l'impression, mais elle n'a plus une régie d'édition au sens de la conception d'un livre et de sa mise en forme, etc. Mais par contre, quand elle reçoit un produit fini, elle peut l'imprimer. Et on fait toujours la distinction entre l'impression et les matières premières. Voilà. Et on ne fait pas que ça, forcément des affiches et d'autres choses. Mais le rôle premier qu'elle avait anciennement, de chercher à rassembler des projets d'édition, cet aspect-là a disparu. Merci pour votre réponse, monsieur le député provincial vice-président. D'autres interventions? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Eh bien, nous allons voter sur le point 208 tout de suite, qui est pour les conclusions de la deuxième commission sur le document 208, PTB, PS, MR engagé, qui est contre, qui s'abstient, le groupe écolo, qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne les 6 autres documents. Unanimité, le Conseil adopte les 6 résolutions suivantes. Les points 32 et 33 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 209 et 210, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, Association de gestion des domaines touristiques du Vallon de la Lambrée et Société royale d'encouragement de l'art à l'art wallon. Le document 210 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Éric Lombard, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers membres du Collège, chers collègues, un commissaire a demandé si la Société royale d'encouragement à l'art wallon comptait d'autres salles que le Trianon. Il a été répondu qu'il n'y avait qu'une salle, mais que la Société organise certainement d'autres activités. Par ailleurs, il a été précisé que la province contribue à l'ASBL avec beaucoup d'autres communes. Le point a été approuvé. Alors, je ne sais plus. 8 voix pour et 1 abstention. Merci pour votre attention. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. Le document 209 n'ayant quant à lui soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 2 documents. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Point 34 de l'ordre du jour, le document 211, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Aide familiale Liège-Wiwahem, exercice 2023, prévision 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 6 voix pour et 2 abstentions que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Le groupe PS, le groupe PTB, MR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 35 de l'ordre du jour. Le document 212. Octroi d'une dotation annuelle par la province de Liège aux 5 zones de secours francophones pour l'année 2025. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Le groupe PTB, PS, MR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 36 de l'ordre du jour. Document 213. Octroi de subventions en matière de
santé, demande de soutien de la Fondation d'utilité publique Fondation contre le cancer, organisation des 5 relais pour la vie en province de Liège entre mai et septembre 2025. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Le groupe PTB, PSMR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 37 de l'ordre du jour, le document 214, octroi de subventions en matière de santé et affaires sociales, demande de soutien de la SBL La Chaise en Folie, achat d'une balançoire et pose d'un revêtement de sol sécurisé au sein d'une même plaine de jeu inclusive pour les enfants porteurs et non porteurs d'un handicap. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Le groupe PTB, PS, MR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 38 de l'ordre du jour. Le document 215, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL, Centre de redéploiement professionnel Tinlo, le CRT, exercice 2023, prévision 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Julie Chanson, à nous en faire connaître les conclusions ou sa représentante. Mesdames, Messieurs, chers collègues, lors de la 4e commission qui se réunit ce mardi 22 avril, le point 24-25 de 215 intitulé « Rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Centre de redéploiement professionnel TELO, exercice 2023, prévision 2024 », à la suite de la présentation effectuée, a suscité des questions de la part d'un membre de la commission. En effet, un commissaire intervient en séance sur la fréquentation peu nombreuse du Centre de redéploiement professionnel de TELO, 18, et demande si certaines mesures sont prévues pour accroître la quantité de personnes accompagnées annuellement par le centre. Il lui est alors répondu que pour les centres de formation et d'insertion professionnelle adaptés tels que le CRT sont destinés à accueillir des personnes qui ne peuvent pas suivre une formation destinée à l'ensemble de la population et qu'elles sont donc orientées vers lui, non pas pour une dynamique provinciale, mais par la VIC, le Forum et l'INAMI. Le centre fonctionne en outre sur base d'une subvention wallonne, c'est le FPOE qui l'agrée d'ailleurs. C'est donc cette ASBL provinciale, participation provinciale égale mise à disposition du site, mais loyer pour le CRT et de personnel, mais subventionné par la Wallonie. Le CRT dépend de la région sur ce point. Néanmoins, chiffre à l'appui, il a été démontré que le CRT obtient de très bons résultats dans l'accompagnement des bénéficiaires et que le taux de réussite de la réintégration de ceux-ci est en effet de 84%. Les membres de la commission sont par ailleurs informés par les réformes qui sont en cours au niveau wallon, notamment qu'il faut rester attentif au niveau de l'implémentation de celle-ci dans la structure en question. La commission s'est clôturée par un vote favorable, à l'exception d'un membre qui a voté l'abstention. Merci, Madame la conseillère, pour ce rapport très complet. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission, PTB, PSMR, engagé et écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 39 de l'ordre du jour. Le document 216, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Centre provincial liégeois de promotion et de gestion en agriculture, le CPL Promogest, exercice 2023, prévision 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Nadia Loukia, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le Président, chers collègues, donc je vous rapporte effectivement les échanges qui ont eu lieu sur le rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion conclu entre la province et la SBL Promogest. Donc, il y a eu 3 questions à ce sujet. La première, ça concernait la position de la cellule des petits producteurs par rapport à Promogest.
savoir si elle faisait partie intégrante ou si c'était une entité à part. Et effectivement, c'est une entité à part. Le lien qui les unit finalement, c'est que Promogest porte un soutien prononcé, je vais dire, aux petits producteurs, en les aidant notamment à vendre leurs produits auprès des moyennes et grandes surfaces. Ça passe par une plateforme de centralisation qui se trouve au marché couvert de Droax. Et les producteurs y livrent tous les produits provenant de différents endroits. Et Promogest se charge de répartir la livraison vers les grandes surfaces en fonction des commandes. Il a été précisé au niveau des chiffres que ça représente 2 millions d'euros de produits commercialisés dans ce cadre-là. Et il a été ajouté que depuis 2 ans, Promogest a aussi remporté le marché des cantines scolaires, qui sont au nombre de 30 desservies actuellement, et qui bénéficient donc des produits locaux. Et la bonne nouvelle serait que le marché serait, sous réserve, reproduit pour une durée de 3 à 4 ans, avec en plus la fourniture des viandes. Ça, c'était la première question. La seconde question concernait le nombre de personnes qui travaillent chez Promogest à Droax, a-t-on précisé. Il a été précisé surtout que les agents sont au nombre de plus ou moins 8, plus un directeur, et qu'ils ne sont pas tout le temps à Droax, puisque Promogest ne s'occupe pas uniquement de la commercialisation, c'est un accompagnement complet qui passe notamment par un encadrement AFSCA, par des études en laboratoire, notamment au niveau des terres ou des sols, et que ça va jusqu'au produit fini finalement. Il a été également précisé que Promogest ne s'occupe pas uniquement de ça, mais qu'elle continue évidemment son implication dans les grandes cultures et dans l'agriculture conventionnelle, l'idée étant de fournir un service à 360 degrés. La troisième question concerne les producteurs directement. Donc, est-ce qu'un producteur doit apporter une participation pour intégrer Promogest? Et c'est non, puisque c'est complètement gratuit pour les producteurs. Il n'y a pas de participation financière demandée. La province soutient cette action via une aide annuelle de 120 000 euros et via la mise à disposition de personnel. Le seul retour qu'a Promogest, c'est une marge faite de 15% sur les ventes des produits. Ce qui représente, par exemple, pour un chiffre d'affaires de 2 300 000 euros qui reviendrait à Promogest. Et il a été souligné également que lorsque un producteur commence à devenir autonome par un certain chiffre d'affaires intéressant ou qu'il commence à livrer lui-même vers les grandes entreprises, les grandes surfaces, il est exclu du système Promogest, ce qui est plutôt une bonne chose puisque ça signifie que Promogest a accompli sa mission qui est de mettre les producteurs, mettre le pied à l'étrier des producteurs et leur assurer de voler de leurs propres ailes. Donc le point a été voté à 9 voix pour et 1 abstention. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. J'invite tous nos collègues à rendre visite à Promogest, qui est une initiative particulièrement intéressante. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 40 de l'ordre du jour, le document 217, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Centre provincial liégeois de production végétale et maraîchère, le CPL VGMAR, exercice 2023, prévision 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 41 de l'ordre du jour, le document 218, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Groupement d'information géographique, exercice 2023, prévision 2024.
Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Mélanie Leponce, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Lors de la commission 4 de ce mardi 22 avril, suite à la présentation du rapport d'évaluation annuel du groupement d'information géographique, quelques questions ont été posées, à savoir la première, quelles sont les connexions qui existent avec les autres acteurs du type service des eaux, de la téléphonie, qui ont souvent recours aux travaux publics. Et donc il est répondu qu'il y a de bons contacts, notamment avec la IDE, et que par ailleurs, dès qu'il y a des changements ou des modifications de cartographie sur le terrain, les contacts utiles sont pris quasi de manière directe. La question suivante était en rapport avec les tests gratuits pour les communes, et donc la question était de se poser si après ces tests gratuits, le coût n'était pas trop important pour les communes. Il a été répondu qu'on pouvait constater que l'ensemble des communes qui avaient réalisé le test gratuit de l'utilisation des 5 applications du groupement d'information géographique sont passées en phase de production et donc ont utilisé les applications. Et donc il se révèle qu'a priori le coût est tout à fait supportable et que plus il y a de licences, plus le prix est dégressif. Il persiste cependant une interrogation par rapport à 5 communes, à savoir les communes de Bleuny, de Fléron, de Dahlem, de Sorin et de Gers, qui n'utilisent pas cette application, et donc ce sont les 5 uniques communes sur la province. Il n'y a pas tout à fait de réponse qui a été donnée, mais on ne doute pas que ces communes finiront par prendre connaissance de l'outil et finiront par l'utiliser elles aussi. Et donc le rapport d'évaluation a été adopté par 9 voix et 1 abstention en commission 4 de ce 22 avril. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 42 à 45 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 219 à 222, délégation de compétences, de pouvoir et acceptation, délais et donations. Ces 4 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Muriel Freinet, à nous en faire connaître les conclusions. Mesdames, Messieurs, chers collègues, dossier 24-25, 219, 220, 221, 222. La délégation de compétences du Conseil provincial en matière de marché public et de cession de services et de travaux suite au renouvellement du Conseil provincial par les élections d'octobre 2024, il est possible pour le Conseil provincial d'accorder de nouvelles délégations de compétences afin de permettre à l'administration de réaliser des achats indispensables à son fonctionnement. Il est rappelé que lors du Conseil provincial délègue ses compétences au collège provincial ou à un fonctionnaire en raison de ses fonctions, qu'il exerce tout sur délégation de ses compétences à un autre membre, à une autre personne est interdite. Il y a les marchés publics qui sont concernés, maintient la compétence du principe du Conseil provincial pour choisir la procédure de passation et fixation des conditions des marchés publics, sauf en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, hypothèse dans lequel le Collège provincial peut d'initiative exercer la compétence du Conseil avec communication de sa décision à la plus prochaine séance du Conseil provincial. Le Conseil provincial peut déléguer ses compétences au Collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire à l'exclusion du directeur financier pour les dépenses relevant du budget ordinaire. Le Conseil provincial peut déléguer ses compétences au collège provincial ou au directeur. Le Conseil provincial peut déléguer ses compétences au collège provincial ou au directeur général pour les dépenses relevant du budget extraordinaire. La délégation au Conseil provincial étant limitée au marché public d'un montant estimé inférieur à 150 000 € hors TVA. Et la délégation au directeur général étant limitée au marché public d'un montant estimé inférieur à 15 000 € hors TVA. Il est proposé au Conseil provincial de déléguer ses compétences, de choisir la procédure de passation et de fixer les conditions des marchés publics relevant du budget ordinaire aux personnes exerçant les fonctions listées dans le document.
pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 8 500 € hors TVA sous réserve des dispositions particulières fixées par le Collège provincial en ce qui concerne les dépenses exclues du champ d'application de la législation relative aux marchés publics en vertu des articles 28 à 31 de la loi du 17 juin 2016 et des dépenses considérées comme non courantes et au Collège provincial pour les marchés d'un montant estimé égal ou supérieur à 8 500 € hors TVA du budget extraordinaire au Conseil provincial pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 150 000 € hors TVA. Délégation de pouvoir au profit du Collège provincial tel que prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en ce qui concerne la matière liée à la fixation des conditions, des modalités, la procédure d'attribution des contrats relatifs à la vente ou à la mise à disposition des biens meubles corporels qui appartiennent à la province et adoption des conditions contractuelles qui régissent l'opération inférieure à 150 000 € au sein du livre 2. Document 221, délégation de pouvoir au profit du Collège provincial tel que prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en ce qui concerne la matière fixée à la fixation des conditions, des modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières inférieures à 150 000 €. Document 222, acceptation des legs et des donations effectuées au profit de la province. Article du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, délégation de compétences du Collège provincial au but de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux. Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation attribue au Conseil provincial la compétence de principe pour l'acceptation des donations réalisées par acte authentique et les legs. Cependant, il autorise dorénavant le Conseil provincial à déléguer au Collège provincial la compétence d'accepter au nom de la province les mêmes legs et donations pour autant que la délégation soit limitée au maximum aux donations et legs sans charge ou condition d'un montant, le cas échéant estimé, inférieur à 150 000 €. Pour les 4 dossiers, un comité s'interroge sur l'opportunité de faire des rapports de ces délégations de compétences afin d'informer au mieux les membres de la 5e commission avec par exemple un rapport trimestriel ou annuel. La députée répond que c'est prévu par le Code de la démocratie locale. En échange du point de vue est effectué sur le sujet entre les commissaires et la députée. Les éléments concernant ces délégations sont à voir dans les PV du Collège provincial. La députée s'engage à faire rapport régulièrement à la 5e commission de ces délégations de compétences. 9 voix pour, une abstention sur les 4 points. Merci. Je vous remercie, Madame la chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Pardon? Eh bien, nous allons d'abord voter pour le 219 à 221, qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe PS, le groupe MR, le groupe engagé, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB, le groupe écolo. Pour le point 222, qui est pour les conclusions de la 5e commission, le groupe PTB, PSMR, engagé et écolo, les 4 résolutions sont donc adoptées. Les points 46 et 47 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 223 et 224, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL 4 Liège Média et Védia. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est à l'unanimité que votre 5e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui. Sur les télévisions locales, je voudrais rendre attentif notre Assemblée des attaques régulières et répétées du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, il va falloir être attentif à ce qui se passe, parce que je pense que oui, un regroupement est possible, oui, une mutualisation est possible, notamment avec la RTBF, dossier que je connais plus que bien. Et donc, je voudrais vraiment que cette Assemblée prenne le pouls de ce qui va se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines même, parce que ça met à mal non seulement les équipes de journalistes et les prévisions qu'ils ont fait au niveau notamment de CAT, puisqu'ils ont prévu d'acheter un nouveau bâtiment, de réinvestir le centre-ville,
Enfin, voilà, donc ça va mettre à mal un certain nombre de possibilités, de prévisions qu'ils ont intégrées dans leur rapport. Donc le rapport est déjà, et les prévisions 2024 ou 2025 sont déjà, on le voit, un petit peu dépassées par rapport à l'actualité qui va de plus en plus vite. Et j'ai un peu peur que nous soyons très vite dépassés par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce sujet, qui a décidé d'en faire une question rapide, je pense. Merci. Merci, Madame la chef de groupe. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Le point 48 de l'ordre du jour, le document 225, réintégration dans le circuit administratif de la mosquée Sultan Ahmed à Verviers, avis favorable. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite le rapporteur, M. Thomas Tchallon, à nous en faire connaître les conclusions. Ah, excusez-moi, je vous en prie. Il y a une coquille dans mon document. Monsieur Cialon ne m'en voudra pas. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Lors de l'examen du document 225 en 5e commission, le point a fait l'objet d'une question de la part d'un commissaire. Il souhaitait savoir si un contrôle était opéré sur place lors de l'octroi de subsides pour des travaux. Il lui a été répondu que le contrôle se fait uniquement lors de la réception des documents justificatifs par les services des agents provinciaux. Et le point a été voté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 49 de l'ordre du jour, document 226, culte, compte 2024 de la fabrique d'église orthodoxe grecque Sainte-Barbe à Liège, avis favorable. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe PS, le groupe MR, le groupe engagé, le groupe écolo qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 50 de l'ordre du jour, document 227, manifestation, marché de fourniture, mode de passation et conditions de marché relatifs à l'acquisition dans le cadre du plan d'équipement didactique 2025 et de la modernisation des équipements de matériel de cuisine pour les besoins du secteur enseignement et formation. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 51 de l'ordre du jour, le document 228. Manifestation d'intérêt de la province de Liège pour un marché lancé par la centrale d'achat du SPW et relatif à la fourniture d'ordinateurs, d'écrans et de leurs accessoires pour une période de 4 ans. La prise de connaissance de la décision du collège statuant sur base de l'urgence impérieuse résultant d'éléments imprévisibles. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. Votre 5e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Il s'agit donc ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Le document 52 de l'ordre du jour, le document 229. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugé à un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. Votre 5e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 53 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2025. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 22 mai à 16h30. Séance à huis clos.
En application de l'article L. 2212-15 du